Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Au programme aujourd'hui, on va commencer par notre focus. Elle vulgarise les sciences avec sa chaîne YouTube Syllabus et elle a un objectif, prendre des sujets d'apparence inintéressants pour les rendre passionnants pour celles et ceux qui la suivent. On découvre son portrait dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tête, c'est Jeanne Dreyfus qui est avec nous. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippine. De quoi vous allez nous parler? Je vais vous parler d'une galerie parisienne qui est tenue par deux anciens de la tech reconvertis en professionnels de l'art. Ça s'appelle la galerie El Habibi. Merci beaucoup. On voit ça avec vous dans un instant. Vous parliez de tech, on va en parler justement dans notre émission. Je reçois un invité qui a seulement 19 ans, a déjà, vous allez le voir, un parcours surprenant. Originaire de Trappes, surdoué, passionné d'informatique depuis des années, il vient de lancer Hugo, une plateforme de soutien scolaire personnalisée propulsée par l'intelligence artificielle. Son objectif, offrir à chaque collégien et lycéen en France un accompagnement à la fois accessible, sur mesure et motivant. On en parle avec lui, Omar Konaté, bonjour. Bonjour, merci pour votre présentation. Oui, je vous en prie, merci à vous d'être parmi nous. Vous êtes donc le fondateur de cette application Hugo dont on va parler dans un instant, juste après le focus. D'abord, donc, le portrait d'un autre portrait, d'une autre personne inspirante. Un diplôme d'ingénieur en génie mécanique, un master en génie biomédical, un doctorat sur ces mêmes sujets et même le premier prix du concours Ma thèse en 180 secondes en 2012. Avec un tel CV, vous vous en doutez, Viviane Lalande aurait pu se diriger vers une carrière toute tracée dans la recherche. Mais elle a préféré exprimer son côté créatif et lancer sa chaîne YouTube Syllabus en 2013. Et elle est notre focus du jour, signé aujourd'hui Jean Martineau. Aujourd'hui, zoom sur Viviane Lalande, la créatrice de la chaîne YouTube Syllabus, véritable bijou pour les passionnés de sciences. Diplômée de l'Université des technologies de Belfort-Montbéliard, cette docteure en biomécanique combine rigueur scientifique et talent pédagogique en rendant accessible une quantité de notions complexes. Aussi dynamique que chaleureuse, elle captive aujourd'hui des centaines de milliers d'abonnés depuis la création de sa chaîne en 2013. Syllabus, c'est avant tout une vision du monde sous l'angle scientifique. Viviane aborde des sujets variés, allant des phénomènes physiques du quotidien aux grandes questions sociétales comme les changements climatiques ou l'impact des nouvelles technologies. Chaque vidéo regorge d'informations toujours aussi claires que ludiques. Chaque thématique est illustrée par des expériences concrètes ainsi que des animations captivantes. Une touche visuelle qui rend la science vivante et compréhensible pour tous. Est-ce que c'est une légende ou pas que des gens glissent régulièrement sur des pots de banane et tombent du coup? Est-ce qu'en France, une personne est déjà tombée parce qu'elle a marché sur une peau de banane? Enfin, ça me rend fou. Alors c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, on va explorer le mythe et voir si, alors même que c'est pas très glissant de prime abord, est-ce que en réalité c'est très glissant? Et donc on va faire un test de glissitude. Mon Dieu, allez! Ce test de la planche inclinée, il est utilisé pour déterminer quel est le coefficient de friction d'un couple d'objets. Donc ici, la banane et la planche. Donc ça veut dire que techniquement, ma chaussure est plus glissante que la banane. C'est mal parti pour le mythe de la banane qui glisse quand même. Viviane n'hésite pas à s'attaquer également aux enjeux majeurs de notre société, comme l'importance de l'éducation scientifique dans un monde en perpétuelle évolution. Son objectif est simple, montrer que la science peut être un outil puissant pour comprendre et améliorer notre quotidien. Alors si vous aimez apprendre, réfléchir et vous divertir, n'hésitez pas à faire un tour sur Syllabus. La science à la portée de tous, voilà comment résumer la chaîne YouTube de Viviane Lalande, chaîne qui s'inscrit d'ores et déjà comme référence incontournable dans son domaine. Il a une voix suave, dynamique et journalistique. Ça n'est pas celle de Jean Martineau, bien qu'il ait toutes ses qualités aussi. Mais c'était un focus signé Dylan Colère. On va passer maintenant au lancement du talk avec vous, Omar Konaté. Je vous propose, mesdames et messieurs, de faire un bond dans le futur de l'éducation. Ça tombe bien, c'est le nom de cette émission, mais avec un acteur bien ancré dans le présent. Il est à peine majeur. Il vient de Trappes. Il bouscule déjà les codes du soutien scolaire avec Hugo, une application qui utilise l'IA pour créer des fiches de révision, des QCM, des flashcards. Le tout adapté à chaque élève. Son ambition, bien sûr, rendre l'éducation accessible à tous et puis surtout les révisions plus stimulantes, plus motivantes. On en parle tout de suite avec lui dans la première partie du talk.
Omar Konaté, vous êtes donc le fondateur de cette application. Vous venez de fêter vos 19 ans, bon anniversaire. Merci. Vous avez par ailleurs, dans votre parcours assez exceptionnel, sauté 2 classes. Vous êtes en 3e année de licence en informatique. C'est votre passion depuis toujours. Comment vous est venue l'idée de créer cette application dans un domaine où il y a déjà beaucoup d'acteurs, celui du soutien scolaire? Oui, c'est un marché qui est assez compétitif avec beaucoup d'acteurs, beaucoup de solutions qui sont proposées, beaucoup d'aides pour accompagner nos élèves. Aujourd'hui, il y a un an, quand j'ai lancé Hugo, l'idée était surtout d'adapter l'apprentissage à chaque élève, parce qu'on sait que chaque élève est unique, chaque élève a ses propres aptitudes dans chacune des matières et même parfois dans chacun des chapitres. Ouais. Et je trouvais ça dommage de ne pas être suffisamment adapté à ces spécificités-là. Et je m'étais dit que l'aide technologique et du numérique plus globalement pouvait aider justement à coller avec ces particularités de chaque élève pour un apprentissage personnalisé de A à Z. C'est un besoin que vous aviez ressenti, vous, dans votre parcours scolaire? Peut-être que je l'ai ressenti, mais je ne l'avais pas comblé, donc je n'ai pas pu vraiment en avoir la certitude. D'accord. Bon, vous avez toujours été plutôt bon élève, de ce que j'ai compris. Ça se passait bien. Ça se passait bien, passionné par l'informatique, on l'a dit. Vous avez commencé d'ailleurs à coder très jeune. Oui, à mes 12 ans, j'avais fait un premier site internet parce que je voulais bidouiller, j'étais curieux. L'informatique et globalement le monde des ordinateurs m'a toujours intéressé et jusqu'aujourd'hui, j'en fais ma profession. Qu'est-ce qui vous fascinait à cette époque-là, quand vous avez commencé à coder à 11 ans, je crois? Savoir ce qui se cache derrière les sites internet que tout le monde visite, derrière les applications que nous utilisons tous. Et ça n'a pas manqué 15 ans plus tard, non pardon, 7 ans plus tard. Bientôt, ça va arriver. On est tous accrochés à nos téléphones plusieurs heures par jour. Ouais. Et cette curiosité donc, a forcément né. Vous êtes donc jeune entrepreneur. Ça aussi, ça a un impact sur votre vie, j'imagine. Comment on concilie études et entrepreneuriat? L'avantage, c'est que j'évolue dans mes études comme dans mon entreprise sur le même milieu de l'informatique. Donc j'ai des compétences qui sont transversales et qui me permettent de progresser sur les deux à la fois. Donc globalement, je fais de l'informatique mes journées. Et donc ça me sert tantôt pour mes études, tantôt pour mon entreprise. Ouais. Vous avez un statut d'étudiant entrepreneur. On a reçu récemment le responsable de ce statut avec le réseau Pépite. Tout à fait. Ouais. Un riche accompagnement qui permet justement d'aider à la conciliation entre ces deux casquettes, et notamment par des accompagnements au niveau de la scolarité à la fac. Donc oui, c'est une chance. C'est-à-dire que vous avez un aménagement, un emploi du temps aménagé? Oui, aussi le remplacement de certaines UE par des compétences qui sont acquises dans mon entreprise. Donc c'est vraiment bien fait, bien pensé, et ça permet de concilier au mieux ces deux casquettes, comme je l'ai Ce qui répété. n'est pas toujours évident, effectivement. Alors, qu'est-ce qui distingue Hugo des autres plateformes de soutien scolaire? Hugo ne s'arrête pas à la révision ou à délivrer juste des cours pour les élèves. Hugo, c'est vraiment un parcours qui va de l'apprentissage, par des fiches de révision que l'on peut présenter dans l'application, à la révision, en passant par des questionnaires, des QCM, des flashcards, et jusqu'à la mise en condition d'examen avec des exercices corrigés et leur correction instantanée dès lors que l'élève les a terminés. Sachant que vous utilisez bien sûr l'intelligence artificielle. Oui, l'intelligence artificielle, c'est un mot qu'on entend beaucoup ces derniers mois. Mais oui. Le réel but qu'elle a, la place qu'elle a au sein d'Hugo, c'est, comme je l'ai dit, de personnaliser le contenu. Donc, tout au long de l'utilisation d'Hugo par l'élève, on analyse en continu ses remarques, ses réussites, les questions auxquelles il répond plutôt bien ou moins bien, D'accord. pour ensuite le classifier selon plus d'une centaine de notions différentes, son niveau de compréhension dans chaque chapitre et dans chaque notion, pour au final personnaliser une réponse à n'importe quelle question qu'il pourra poser dans le futur. Et comment ça se passe? On entre ces cours, comment est-ce qu'on entre ces cours en particulier dans l'application ou dans les technologies? En fait, on a plusieurs onglets. La première partie, c'est toute une partie avec du contenu fiche de révision, donc concernant chacun des chapitres pour la classe de l'élève. Ensuite, à partir de ces chapitres-là, il peut créer, en fonction de sa question, des flashcards, des QCM, et des exercices corrigés pour s'entraîner et réviser. Enfin, il peut obtenir de l'aide aux devoirs. Donc cette fois-ci, ça se découpe en 2 volets. Il peut soit prendre en photo le sujet de son exercice, et dans ce cas, on lui donnera la démarche, toutes des pistes de pensée et de réflexion pour pouvoir résoudre son examen sans jamais
délivrer la réponse clairement. Donc c'est basé sur le tronc commun d'une classe de tel Totalement. niveau. Donc on supporte toutes les matières, de la 6e à la terminale, hormis les langues. Hormis les langues. Alors justement, comment on apprend? Il y a différents modes d'apprentissage qui sont disponibles. Comment les élèves choisissent celui qui leur convient le mieux? Oui, ils peuvent soit, comme j'avais commencé à expliquer, aller dans une partie aide aux devoirs, Ouais. de laquelle ils peuvent prendre en photo soit leur sujet, soit leur réponse à l'examen. Et dans les deux cas, on leur apportera une correction. Enfin, non, pardon. Dans le cas de la prise en photo de leur copie manuscrite, on leur apportera une correction pour voir là où les raisonnements ont flanché, là où ça n'allait pas. Et s'ils prennent en photo le sujet, alors on leur apportera des pistes de réflexion pour résoudre l'examen. Et quoi qu'il arrive, pendant toute l'utilisation de l'application, on a un bouton qui permet de lever la main, comme si on était en classe, de sorte à avoir une réponse contextualisée si on n'a pas compris quelque chose qui était affiché à l'écran. Tout ça, ça me paraît très complet. Aujourd'hui, votre cible, c'est plutôt les collégiens, les lycéens. Est-ce qu'elle est amenée à Ça va de la 6e à la terminale pour le moment, Ouais. en faisant que les filières générales pour le lycée. Et on a pour ambition, donc on est dans une sorte de laboratoire, on fait des tests sur différentes matières, etc. Et on a pour ambition de s'étendre jusqu'au supérieur dans le futur, si c'est un besoin qui se fait ressentir. Bien sûr. L'IA, elle peut parfois faire peur aussi dans le domaine de l'éducation. Nombreux sont les acteurs du secteur, du marché qu'on reçoit aujourd'hui et qui peuvent parfois un peu combattre des idées reçues, une certaine crainte face à cette technologie qui pourtant n'est pas nouvelle, mais qui bouleverse, c'est vrai, le secteur de l'éducation. Comment vous rassurez les parents? Parce que j'imagine que c'est eux qui ont besoin d'être rassurés. Les élèves, ils sont déjà convaincus. Tout à fait. Aujourd'hui, les élèves utilisent déjà l'intelligence artificielle, donc c'est une fatalité face à laquelle on fait face. Il faudrait plutôt, je pense, encadrer cet usage, faire en sorte qu'il soit fait dans de bonnes conditions. Et c'est là qu'Hugo intervient. Ça permet d'avoir un travail très global au niveau des tâches que l'élève a réalisées, que ce soit pour ses devoirs ou pour ses révisions, tout en restant dans l'application, donc toujours encadré. Comme s'il avait un prof particulier ou un prof qui était tout le temps disponible, sans avoir à le solliciter et dépendre de ses disponibilités ou de ses compétences. Aujourd'hui, vous arrivez à vous faire une petite place dans ce marché qu'on disait tout à l'heure très complexe, et puis où effectivement il y a beaucoup d'acteurs. Vous le dites, c'est un marché complexe, compétitif. On a lancé une première version en fin d'année dernière, sur laquelle on est aujourd'hui à peu près 300 utilisateurs. Donc on récolte de plus en plus de retours de leur part et de suggestions. Nous lançons aujourd'hui l'application mobile qui est d'ores et déjà disponible sur iOS et Android. D'accord. Pour un apprentissage plus immersif et plus complet. Et ben voilà, on va continuer à en parler dans un instant parce que tout ça est important et puis parce que cette période de révision aussi, elle continue en tout cas avec l'approche du bac et du brevet. On continue à en parler avec vous, Omar, dans un instant. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. D'abord, donc, images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, Omar Konaté, le fondateur de l'application Hugo. Omar, juste avant de reprendre nos échanges, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus, qui a une idée derrière la tech. Et Jeanne, vous l'avez vu, elle prépare ses notes, toujours jusqu'au bout. Jeanne, avec vous, direction Paris. Ici même, mais plus précisément le Marais, où une jeune galerie d'art, la galerie El Habibi, est née d'une trajectoire singulière et vient d'inaugurer une exposition signée Rick Bierhaus. Tout à fait. C'est l'histoire d'un homme, Saïd El Habibi, qui travaille à développer des solutions informatiques pour le retail à travers la société qu'il fonde, Scihook, et qui, au bout de 22 ans, décide de vendre et d'ouvrir avec son ancien collègue Mehdi El Mouadine une galerie. Cette galerie, c'est la galerie El Habibi. Les deux hommes l'implantent dans le Marais. Au lieu de l'art contemporain à Paris, il faut alors choisir une ligne. Qu'à cela ne tienne, ce sera d'accompagner des artistes confirmés qui ne sont pas encore tout à fait reconnus en France ou de lancer la carrière de jeunes artistes avec la fraîcheur d'un œil qui n'a pas été formé dans le milieu de l'art depuis le berceau. Ce sera donc leur moteur de celui du goût, celui de la passion que les artistes créent en eux. Et depuis leur ouverture en 2023, ils n'ont pas inauguré pas moins de 18 expositions. Rien que ça. Dynamique. Dynamique, oui, comme la voix de Dylan Kohler. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement à 360 degrés ? Alors, l'art a la capacité de changer les apparences du monde, mais aussi de les organiser autrement. Et ce n'est pas loin, en effet, de la reconversion professionnelle. On prend le temps de voir, d'organiser les choses autrement. Et ce nouvel ordre, les deux associés le rencontrent au tournant des années 2020 dans l'œuvre d'un artiste allemand. Il s'appelle Paul Bader, alias PB, et Saïd El Habibi rencontre sa fille. Ce peintre, il commence sa carrière dans les années 50. Il propose un monde autrement plus axé sur le sensible que le nôtre. Il y a du ciel, il y a de l'air entre les objets. Le corps est pris dans une forme de jouissance de lui-même, qu'il soit en mouvement ou dans une forme de délassement. Et d'autres œuvres sont peut-être moins empreintes de légèreté. Les figures voient leur silhouette élargie, allongée, un peu comme quand l'intériorité engendre la forme du corps. Et ce qui est intéressant, c'est que venant de la tech, on pouvait se dire, OK, ils ont créé une galerie axée NFT, mais pas du tout. Ils font un retour à la matérialité, à la sensualité de la peinture. Alors, est-ce que c'est symptomatique justement d'une époque, selon vous ? Alors, reconversion, je recommence sur ce thème. La reconversion, c'est souvent une façon de chercher son centre. C'est souvent une façon aussi, un moment où se multiplient les questionnements. Et ces questionnements, ils sont très présents dans l'exposition actuelle à la galerie, qui est signée donc Rick Bierhaus, comme vous le disiez tout à l'heure, un artiste, quant à lui, né en 60 à Grand Rapids, dans le Michigan. Et l'artiste, il est en commun avec les galeristes, qu'ils n'étaient pas censés avoir de relation avec l'art, et pourtant, malgré cela, ils en ont fait leur vie. C'est un artiste qui, 101 ans après l'écriture du manifeste du surréalisme par André Breton, prolonge ce mouvement, peut-être parce que aujourd'hui, il a un intérêt particulier. En effet, ses œuvres, elles vont répondre peut-être à un besoin d'unicité et d'aura qui fait un peu une opposition avec la reproduction des images en ligne. Il y a peut-être aussi une quête de temps de réflexion face à la vélocité du swipe et aussi un retour à la matière face à l'immatérialité du flux. Et cet artiste, Rick Bierhaus, il dit que dans le monde occidental où le religieux est en retrait, les galeries sont aujourd'hui ce que les églises étaient hier. Est-ce que c'est du coup une sorte de manuel pour une approche un peu plus spirituelle de l'existence, du coup ? Alors, les toiles de Bierhaus, comme sa série de portraits de jeunes filles au colibri, elles font en effet en tout point appel à l'intériorité, à l'heure de l'extériorité omniprésente sur les réseaux. Les yeux de cette petite Joconde contemporaine, ils sont invisibilisés par les ailes du colibri et ils forcent le regard du sujet, du coup, à se tourner vers sa psyché, vers son intériorité. Et ces œuvres énigmatiques, elles n'en résonnent pas moins, avec notre présent, comme l'autoportrait de l'artiste avec lequel je finirai. Multiples, on le voit ici, sont les mises en abîme de l'image, sont les miroirs dont l'artiste dit qu'ils sont une autre version de soi-même, avant de les rapprocher de nos smartphones, ces organes un peu extérieurs à nos corps, mais qui n'en sont pas moins rattachés à nous-mêmes. Et ils font écho à cette poésie du lien qui est caractéristique de ces toiles, lien entre soi et le monde, lien entre ce que l'on est et ce que l'on veut devenir. Et donc, c'est peut-être un parti
pour cela, pour se devenir autre, que nos deux galeristes, anciens de la tech, ont choisi de représenter le travail de Rick Beehorst. L'exposition est visible jusqu'au 4 mai. C'est rue Saint-Anastase à Paris. Donc n'hésitez pas à y aller. Galerie à la Bibi, ça a l'air absolument magnifique. Voilà de quoi occuper nos week-ends, messieurs, dames. Merci beaucoup, Jeanne, pour cette chronique. On lance ensemble tous les trois la deuxième partie du talk tout de suite. De retour, bien sûr, sur le plateau avec Jeanne et avec vous, Omar, fondateur, je le rappelle, de l'app Hugo. Alors, on a parlé justement des contenus personnalisés que vous proposez à chacun de vos élèves, de vos étudiants. Vous nous avez expliqué comment ça fonctionnait. Il y a une version gratuite et je crois qu'il y a une version payante. C'est ça. Donc, pour pouvoir bénéficier de toutes les ressources d'une manière limitée quotidiennement, on a une version gratuite disponible à n'importe quel élève qui permet déjà un usage conséquent. D'accord. Et si on veut débloquer toutes les fonctionnalités d'une manière illimitée pour une disponibilité maximale, alors ce sera moyennant un abonnement qui est annuel au prix de 29 €. Alors, vous êtes aujourd'hui incubé à Station F, aux côtés d'autres entrepreneurs et jeunes entrepreneurs. Qu'est-ce que ça vous apporte concrètement d'être là-bas ? Station F, c'est tout un écosystème. C'est plus que juste un incubateur, c'est vraiment un campus de start-up sur lequel on rencontre énormément de monde, qui sont experts pour certains dans des secteurs qui ne sont pas les nôtres. Et c'est une vraie richesse de découvrir et de rencontrer autant de monde. Ça permet d'échanger sur différentes problématiques que l'on peut chacun rencontrer au sein de nos entreprises. Bien sûr. Et c'est une riche expérience dont je suis ravi de pouvoir en profiter. C'est intéressant parce qu'on parle aussi régulièrement dans cette émission, quand on parle de l'orientation des jeunes, de ce qu'ils vont faire plus tard, l'orientation professionnelle notamment, de l'importance, de la puissance du réseau. C'est ce que vous venez chercher aussi à Station F, et c'est ce que vous dites peut-être aux jeunes aujourd'hui. En fait, le réseau, c'est hyper important. Oui, j'y suis rentré, on peut dire, par curiosité. Et j'en ressors plein d'idées, plein de rencontres, plein de connaissances. J'ai notamment appris que le réseau était une clé dans ce que l'on voulait entreprendre et que c'était une aide qui peut être cruciale, parfois changer toute une dynamique et apporter des points de vue bien différents de ceux dont on pouvait avoir. Si on a tendance à évoluer seul dans un début, alors le fait de rencontrer du monde et d'avoir justement ce réseau-là peut nous ouvrir bien des portes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes encore tout seul ? Je suis seul fondateur et je travaille avec 2 autres personnes au sein d'Hugo. L'équipe s'agrandit de Petit mois à en petit. mois, c'est ce Et qu'on vous pourquoi souhaite. Hugo ? Pourquoi ça s'appelle Hugo ? Hugo, c'est un prénom français qui a toujours été associé à l'intelligence, aux capacités de raisonnement. Et ça fait un jeu de mots en anglais avec... Hugo. Oui, avec un accompagnement humain. C'est ce que je me suis dit. C'est plutôt un acronyme, je devrais dire, qui signifie accompagnement humain augmenté par l'intelligence artificielle. Oh, waouh! Mais non, mais Jeanne Dreyfus est bilingue, c'est pour ça que forcément. Ah, Hugo. J'avais tout de suite compris, évidemment. Mais cela dit, c'est un bon conseil en communication. Si vous cherchez une petite tagline, oui, on cherche à Appelez Jeanne personnifier notre application pour que les élèves se sentent proches d'Hugo, pour qu'ils n'hésitent pas à lui poser des questions comme ils pourraient être réticents devant toute une classe. d'où un prénom Tout à comme fait. choix de l'entreprise. Intéressant. Alors, vous n'en êtes pas à votre première entreprise. Et vous n'en êtes pas non plus à votre première entreprise dans l'intelligence artificielle. Parce que nous, on s'est croisés sur un événement qui s'appelle Vivatech, qui est le plus gros événement en France, et même, je crois, en Europe, dédié à l'entrepreneuriat, à l'innovation, etc., qui a lieu chaque année à Paris entre juin et juillet. Et on s'est rencontrés parce qu'à l'époque, vous présentiez sur scène une société, un projet de société, utilisant l'intelligence artificielle. Ça s'appelait C'est du propre. Est-ce que vous voulez bien nous présenter ce que ça faisait ? Oui, c'était un projet de groupe que j'avais développé avec mon équipe au sein d'une sorte de stage qui s'organisait sous forme de concours à l'échelle nationale de 22 équipes que vous nous avez vu remporter. Ce prix ? Oui, Ce que vous aviez gagné ? tout à fait. Prix d'entrepreneuriat. Qu'est-ce que ça faisait, C'est du propre, alors ? C'était une application qui permettait de reconnaître les déchets pris en photo par les citoyens d'une ville et les classifier sur une carte, de sorte que les équipes de ramassage des déchets sachent quoi ramasser, où, et obtenir des trajets les plus optimaux. Qu'est-ce que c'est devenu ? Parce que vous êtes dans un secteur complètement différent aujourd'hui. Oui, c'est pas quelque chose qui a été au-delà du stade de projet. D'accord. Ça a été vraiment développé au sein de ce stage, de ce concours, et nous ne sommes pas partis plus loin. En revanche, ça a été mes premiers pas dans l'intelligence artificielle, et ça m'a vraiment beaucoup appris, et c'est ce qui, je pense, m'a fait prendre un pas d'avance sur l'intelligence artificielle, comme on peut l'entendre, dont on peut entendre l'essor depuis ces derniers mois. Bien sûr. Ça m'a fait connaître ça plus tôt.
Sachant que ça, c'était en 2023, me semble-t-il, c'est ça. Entre 2023 et 2025, il s'est passé plein de choses dans le secteur de l'intelligence artificielle. Vous la mettez maintenant au service de l'éducation et de l'orientation, du soutien scolaire. Cette évolution, quelque part, dans les outils, dans les usages, vous l'avez vécu forcément. Qu'est-ce que vous imaginez dans le secteur de l'éducation grâce à l'intelligence artificielle dans les prochains mois, dans les prochaines années ? À chaque mise à jour des plus grosses entreprises que nous connaissons concernant l'intelligence artificielle, je voyais ça justement sous le prisme de l'éducation et je me demandais à quel point ça pouvait être utile pour nos élèves et pour Hugo. Donc j'ai suivi ça de près, aussi par curiosité. Et je pense qu'on entend beaucoup parler de remplacement de métiers. Concernant l'éducation, je ne pense pas du tout que l'intelligence artificielle est destinée à remplacer les professeurs. Ça serait regrettable. Je pense plutôt qu'elle est là pour augmenter les moyens qu'un professeur peut avoir. Elle est là pour augmenter, pour continuer l'apprentissage qui commence au collège avec une disponibilité qui s'impose. Est-ce qu'on vous prend toujours au sérieux quand vous avez 19 ans et que vous venez présenter votre projet dans un milieu où on croise évidemment des fondateurs Concernant Station F, concernant Station F, et puis même dans votre parcours, parce que ça fait quand même quelques années que vous êtes dans ce monde de l'entrepreneuriat et des affaires, quelque part, et qui est un monde où il y a de plus en plus, bien sûr, de jeunes entrepreneurs, et régulièrement on en parle en plateau et on en reçoit, mais ça reste encore un milieu où les gens sont plus âgés que des gens comme vous qui peuvent être à peine majeurs, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, j'ai la chance de ne pas trahir mon âge, en tout cas au premier regard. Et au fil des discussions, je pense que j'arrive à laisser transparaître certaines connaissances et une expertise sur ce sur quoi je m'exprime. Je pense à ça notamment dans les différentes applications que j'ai pu développer avec des clients que j'ai pu avoir. Je pense que l'expertise et les compétences, le talent aussi, primera toujours sur le regard qu'une personne peut avoir, que ce soit sur l'âge ou autre. Donc la valeur des années... La valeur n'attend pas le nombre des années. Merci Jeanne, vous me sauvez encore une fois. Est-ce que vous avez un livre, un film, un podcast à recommander peut-être à quelqu'un, un jeune qui vous regarde aujourd'hui et qui se dit moi aussi, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser? De tête, j'en ai pas un qui m'est marqué au point de le recommander et je pense que c'est surtout une question de légitimité qui me réfrène. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je ne pense pas être un exemple pour le moment, du moins, pour un jeune qui nous regardait. Certes, je peux être une inspiration comme n'importe qui peut l'être, mais je n'ai pas de recommandation qui me vient de suite. Quelles sont les prochaines étapes pour Hugo? Est-ce que vous imaginez déjà des évolutions, des nouvelles fonctionnalités, peut-être sur lesquelles vous travaillez dès maintenant? Oui, on évolue beaucoup. On crée des fonctionnalités qui sont dédiées spécialement au bac, parce qu'il arrive à grands pas pour les élèves. Dans à peine 2 mois, on a les épreuves de spécialité pour les élèves du bac. Concernant cela, on a pensé des fonctionnalités qui sont dédiées particulièrement au bac de maths. Donc 3 fonctionnalités majeures. Une fonctionnalité qui sert à apprendre les méthodologies de résolution des exercices types du bac. Donc sur les centaines d'exercices qu'on peut avoir depuis les dizaines d'années de recul et les dizaines d'académies, la douzaine d'académies qu'il y a partout dans le monde qui passent le bac chaque année, on a récolté tous ces exercices et agrégé sous forme d'exercices types, donc pour pouvoir entraîner les élèves à répondre aux questions qui sont typiques et les former en fait à la méthodologie propre au bac de maths. Est-ce que ça, effectivement, ça arrive vite et ils ont besoin sans doute d'être accompagnés au-delà des manuels scolaires et du travail exceptionnel qui est fait par leurs enseignants. Maintenant, ils ont l'intelligence artificielle aussi avec eux et notamment votre application. On rappelle que ça s'appelle Hugo. On vous souhaite bien sûr tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Vous avez un petit mot juste très rapidement parce qu'on est en train de terminer l'émission. Vous pouvez retrouver Hugo sur hugoapp.fr et sur l'App Store et l'AOS. Merci beaucoup en tout cas Omar d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à vous. Jeanne pour cette chronique toujours aussi passionnante. Merci à vous de nous avoir suivis bien sûr. On se retrouve dès demain 12h30 toujours sur School TV. D'ici là, passez une très bonne journée. Ciao.